Bonsoir à tous, on se retrouve pour la création d'un personnage pour Vampire la Mascarade. C'est toujours un petit peu intimidant de débuter dans un nouveau système quand on a l'habitude d'autres jeux de rôle. Et ici, le but c'est que moi, pendant que je prépare deux personnages qui me serviront pour un futur actual play, vous pouvez voir comment ça se passe et vous rendre compte que c'est pas si compliqué que ça. J'ai deux personnages à réaliser aujourd'hui, Jawad, un coursier gangrel, et Jézabel, une influenceuse artiste de rue, de street art, qui sera toréador, elle. Alors, on va commencer par Jawad, notre gangrel, et pour ça, on va s'aider un petit peu de l'aide de jeu qu'a réalisé Outstar, la personne qui se charge de tout ce qui est euh, promotion de la marque World of Darkness et Vampire, et que j'ai traduit. Et du coup, vous pouvez trouver cette aide de jeu sur le site d'Arcane Asylum maintenant. Donc, comme vous pouvez voir, première étape, on récupère une fiche de personnage gratuite, celle qui est sur le site d'Arcane en VF. Petit problème, c'est celle d'Arcane, elle n'est pas éditable, donc il va falloir l'imprimer, ou alors vous contenter d'une fiche en anglais, comme celle qu'on peut trouver sur des sites très bien, qu'on peut trouver très facilement. Vous tapez Vampire, Character Cheat, et vous trouverez très facilement des fiches éditables. Donc, première étape, choisis ton clan. Là, on va faire vraiment la création la plus basique, c'est-à-dire que moi, normalement, quand je fais des personnages, je pars pas forcément par le clan, etc. C'est pas forcément ce que je préfère faire comme... c'est pas forcément ce que je préfère faire. Je préfère très souvent commencer par qui est la personne derrière le personnage, pour ensuite broder dessus et voir à la fin quel clan je peux lui coller. Et c'est souvent plus satisfaisant et pas force. Et ça permet aussi de sortir un peu des clichés qui sont souvent liés aux différents clans. Attendez. Je vais régler ça, très bien. Et je crois avoir trouvé ce qui fonctionnait pas. Voilà, on va réduire un petit peu le chat pour que ça prenne moins d'espace sur l'écran. C'est bon. Alors, donc, première étape selon ce tutoriel, c'est de choisir son clan. Là, Outstar, elle a fait quelque chose de pas mal, c'est qu'elle a classé un petit peu selon les envies du joueur. Qu'est-ce que le joueur a envie de faire? S'il veut utiliser sa puissance physique pour affronter ses ennemis et protéger ce qui est important, par exemple, Banu Hakim, Bruja Brora ou Gangrel. Si on veut faire profil bas, rôder dans l'ombre de la société vampirique, etc., il y a Salubri, plutôt un clan à mettre de côté, hein, c'est un peu particulier, Sanclair, Nosferatu et Kétif, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. On part des envies du joueur, qu'est-ce qu'il a envie de jouer, qu'est-ce qu'il a envie de faire en jeu. Et c'est plutôt important parce que un vampire, on n'a pas vraiment de classe, mais les clans permettent plus facilement certaines choses. C'est très difficile de faire par exemple un Nosferatu qui va être très fort en séduction et en social en général. C'est pas impossible. J'ai un joueur, notamment sur les Chroniques de Chicago, qui le fait, qui est un personnage qui est plutôt dans les sbroufs et qui va utiliser ses pouvoirs d'occultation pour se faire passer pour quelqu'un d'autre et éviter qu'on le reconnaisse comme Nosferatu. Mais c'est quand même assez rare. Donc, il n'y a pas vraiment de classe dans Vampire, mais il y a des clans qui peuvent déterminer avant tout les pouvoirs que va avoir le personnage et sa place dans la société vampirique. Certains clans sont mieux perçus, sont plus haut gradés en quelque sorte, comme les Ventrous qui sont considérés comme la noblesse de la Camarilla. Donc on choisit son clan, nous on a choisi, on veut qu'il soit Gangrel. Donc hop, on va marquer clan Gangrel. Très bien. Ensuite, attributs. Parmi les attributs, choisis ton point fort et ton point faible. Choisis 3 attributs où tu es plutôt bon, les 4 autres seront à 2. Donc,
Là, notre personnage, on va choisir son point fort, c'est-à-dire vraiment ce qu'il sait bien faire dans les caractéristiques. On a 3 caractéristiques physiques, 3 caractéristiques sociales et 3 caractéristiques mentales. En général, il y a plus ou moins 2 caractéristiques qui présentent des approches différentes et une caractéristique de défense. C'est-à-dire que la force, ça va être tout ce qui est force brute et capacité à utiliser sa puissance physique pour obtenir quelque chose, réussir quelque chose, etc. Alors que la dextérité, ce sera plus en finesse. La vigueur, ça va être du coup la manière d'encaisser tout ça, de résister, de tenir longtemps, etc. Et notamment, la vigueur, ça va permettre de déterminer la santé, le nombre de points de vie, en quelque sorte, que va avoir notre personnage. En tout cas, le nombre de blessures qu'il va pouvoir encaisser avant d'être incapacité. Pour le social, c'est pareil. On a le charisme et la manipulation. D'un côté, on utilise notre force de caractère. De l'autre, on va utiliser plutôt des tournures et des manipulations pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Charisme, on impressionne par qui on est, alors que manipulation, on va être plus subtil, on va faire des détours pour obtenir ce qu'on veut. C'est plus... charisme, ça joue plus sur qui est le personnage, et manipulation sur comment manipuler la personne qu'on cible. Sang-froid, du coup, c'est à la fois la caractéristique qui sert de défense contre toutes les actions sociales. Par exemple, un personnage qui essaye d'humilier le vôtre en pleine cour vampirique, ça va vous provoquer un jet de sang-froid pour essayer de garder votre calme. Ça peut servir pour plein d'autres choses. De manière assez surprenante, dans les règles de Vampire V5, sang-froid, c'est la caractéristique qui sert à utiliser la plupart du temps les armes à feu. Parce qu'ils considèrent que pour pouvoir tirer de manière efficace avec des armes à feu, il faut être capable de garder son calme, rester précis malgré le bruit, etc. Et donc, dans beaucoup de cas, c'est sang-froid qui sera utilisé pour les armes à feu. C'est assez important pour tous les personnages qui vont être basés là-dessus. On ne peut pas se contenter de la dextérité. Ensuite, pour le mental, l'intelligence, ça va être vraiment utiliser son savoir, ses connaissances pour obtenir des résultats, alors que l'astuce, c'est plus les sens, les 5 sens en général, mais aussi un petit peu cette vivacité d'esprit qui permet de résoudre des problèmes de manière ingénieuse, on va dire, et qui ne demande pas forcément des connaissances en amont. La résolution, c'est à la fois une défense pour tout ce qui est mental, mais ça va servir aussi à pouvoir faire des actions sur le long terme. En général, un personnage, quand il va avoir besoin de faire quelque chose qui dure longtemps, qui est très pénible, qui nécessite de s'impliquer beaucoup, ça sera un jet qui sera basé sur la caractéristique de résolution. C'est assez important ce que je vous dis, parce qu'en fait, dans Vampire V5 en tout cas, les jets ne sont pas déterminés à l'avance. Par exemple, arme à feu, on peut très bien, dans le cas général, on va utiliser sang-froid pour utiliser arme à feu. Mais par exemple, si je me retrouve dans un combat au corps à corps et que je veux pousser mon arme pour essayer de toucher mon ennemi à bout portant, là, j'utilise ma force en vérité. Donc ce sera force plus arme à feu. Pareil, si je veux faire un tir de précision qui demande beaucoup de concentration et de bien prendre des repères, etc., comme peuvent faire des snipers, ça pourrait très bien être résolution. Donc, selon les situations, on peut se retrouver parfois à pas avoir forcément la caractéristique qu'on attendait dans le jet. Et c'est plutôt intéressant parce que du coup, ça permet au MJ de s'adapter à la situation et aux joueurs aussi de tourner les situations dans un sens où les points forts de son personnage vont être mis en avant. On revient à notre personnage. Donc, Jawad, je vais lui mettre son nom d'ailleurs. Jawad, lui, je pense que c'est quelqu'un qui va avoir plutôt de l'astuce. Je vais lui mettre 4 points en astuce. C'est vraiment c'est quelqu'un qui, dans la vie, a dû toujours se débrouiller, qui trouve les bons tuyaux, qui se débrouille malgré son manque d'éducation.
et qui est toujours sur le qui-vive aussi, je pense. Et je vais lui mettre en point faible son intelligence. C'est pas qu'il est bête, mais c'est que il a pas forcément fait un cursus scolaire complet, et forcément, ça implique que il sera pas forcément à l'aise sur tous les jets qui nécessitent l'intelligence, par exemple érudition, finance, médecine, politique. Les caractéristiques là sont souvent liées au mental. Donc, c'est pas son point fort. Ensuite, je vais lui mettre 3 points en dextérité. C'est plutôt quelqu'un d'agile. Je vais lui mettre 3 points en sang-froid. Et je vais lui mettre 3 points en manipulation. Quelqu'un qui sait se tirer de ses problèmes, qui arrive à garder la tête froide, et qui par contre, du coup, va avoir une force plutôt modérée. Il a une vigueur modérée aussi, charismatique, il se met pas trop en avant, et résolution, pareil, seulement 2 points. Sachant que 2 points, c'est pas forcément nul, hein. Si on a quelques points dans les compétences liées à l'action, 2 points, ça peut suffire pour pouvoir obtenir des réussites correctes. Donc, là, on a placé les attributs. Ce qui nous détermine plusieurs choses. Déjà, humanité, on va être à 7. L'humanité, elle est là. Donc, comment on fait? Vous voyez qu'il y a 10 cases. On va noircir les cases qu'on n'utilisera pas. C'est-à-dire que comme il y a 10 et que j'ai 7, je vais noircir les 3 cases du bout. Ces cases-là, je ne les possède plus. Mon personnage a perdu cette quantité d'humanité, en quelque sorte. Et il lui reste 7. 7, c'est la moyenne pour un jeune vampire. Ça veut dire que il est un peu restreint dans sa manière d'être, mais il est encore capable d'évoluer dans le monde des mortels sans trop se faire repérer directement. Plus on perd de l'humanité, plus le fait que notre personnage est un prédateur va être évident. Plus on va être maladroit avec les mortels, plus on va avoir une attitude un peu glauque et peut-être malaisante, on va dire. Du coup, les anciens vampires tendent à déléguer les rapports avec les mortels parce que eux-mêmes ne sont plus très capables de gérer ces relations. Et les vampires très isolés qui ont perdu leur humanité, eux, vont être presque bestiaux. Ensuite, on a la santé. Comme on peut le voir, la santé, c'est égal à vigueur plus 3. Vigueur, on a 5. Du coup, santé, ça va nous... on a 2, donc ça fait 5. 2 plus 3, ça fait 5. Donc on va noircir les carrés dont on n'a pas besoin. La volonté, c'est le sang-froid plus la résolution. 3 plus 2, on a 5. Donc pareil, on va noircir les cases dont on n'a pas besoin. On va pouvoir passer aux compétences. Alors pour les compétences, à Vampire V5, on nous propose 3 répartitions différentes. Le touche-à-tout qui va avoir beaucoup de compétences, mais à un tout petit niveau. Et la répartition équilibrée, comme le nom l'indique. Et la répartition spécialiste. Alors, moi, de mon expérience personnelle, de tous les personnages que j'ai pu créer, il n'y a que la répartition équilibrée qui vaut vraiment le coup. Pourquoi ? La répartition touche-à-tout, elle a un souci majeur. Votre personnage sera majoritairement en soutien des autres. Ça va être très rare que ça soit lui qui ait la meilleure compétence du groupe, et quand il y a des actions qui vont être menées, bah, c'est plutôt les autres qui vont jeter les dés, et le personnage va juste ajouter des dés de travail en équipe. C'est pas forcément intéressant, c'est peut-être même un peu frustrant, je pense. Trop de petites compétences, ça fait qu'on n'aura jamais, ou presque, le niveau de compétence maximale de ceux qui veulent intervenir. Donc, j'aime pas trop. Et le spécialiste, le problème, c'est que on a moins de compétences. Au final, on n'en a que 10, alors qu'avec équilibré, on en a 15.
Et avec touche à tout, on en a 19. On n'a que 10 compétences avec spécialiste, donc très peu. 1 à 4, 3 à 3, 3 à 2 et 3 à 1. Et le problème avec ça, c'est que si les compétences dans lesquelles on a mis beaucoup de points ne sont pas valorisées par ce qui va se passer en jeu, ça va être très frustrant. Vraiment très frustrant. Alors en général, le MJ va essayer de mettre en avant quand même les points forts des personnages qu'ont créé ces joueurs, mais ça peut être un souci. C'est-à-dire que si j'ai 4 en finance et que j'ai que un jet de finance à faire de temps en temps, par exemple dans une enquête pour essayer de remonter la trace de virement ou choses comme ça, ou alors pour entretenir mon propre empire de crypto-monnaie ou j'en sais rien, bah si j'ai qu'un jet de temps en temps à faire là-dessus, je vais pas être très content de ma répartition de points. Le 4e point qu'on a en plus là, il vaut pas la perte qu'on a de possibilités. Il faut vraiment... Je pense qu'on peut faire cette répartition-là si on choisit vraiment une compétence qu'on va utiliser beaucoup. Si on est vraiment le gros bras du groupe, le personnage qui va toujours être devant pour protéger les autres, pour menacer les adversaires, etc., pourquoi pas? Par exemple, quelqu'un qui a 4 en bagarre, il va être très fort tout de suite. Vraiment très fort. C'est-à-dire que vu que Vampire V5 limite les caractéristiques à 5 points, même pour les personnages anciens et les vampires qui ont des siècles, un personnage qui est déjà à 4 dès le début, il est déjà très très fort. Donc c'est pas anodin. Pareil, si notre personnage est quelqu'un qui repose toute son action sur la séduction, la persuasion, etc. Avoir 4 dès le début, c'est vraiment très fort. C'est pas forcément nécessaire parce qu'il y a quand même beaucoup de moyens d'augmenter ces dés de persuasion. Donc investir beaucoup dedans, c'est pas toujours très utile. On est un peu overkill au bout d'un moment. Donc faut faire attention. Parce que 4 points en artisanat, ça va peut-être être cool de temps en temps parce que notre personnage est capable de faire des choses, etc. Ou 4 points en représentation, c'est le meilleur guitariste de tout le pays. C'est très sympa d'un point de vue roleplay, mais notre personnage, du coup, il va être un peu handicapé parce que il va dépenser énormément de son potentiel pour, au final, ne pas l'utiliser beaucoup. Donc, moi, je recommande, vraiment, on prend équilibré. Équilibré, c'est très bien, ça permet d'être assez versatile et de faire quand même pas mal de choses sans problème. Je vais juste faire un truc, je vais modifier un peu la cam. Comme ça, très bien. Voilà, c'est un peu mieux. Donc on va partir sur équilibré. Donc voilà moi comment je fais en général quand je veux créer un personnage quand je veux créer un personnage, avant de répartir mes points, on va utiliser un surligneur là, je vais surligner toutes les compétences qui me sembleraient nécessaires. Bah oui, pas de min-max, c'est pas un truc d'amateur, c'est qu'en fait, là, le max, il t'handicape vraiment. Tu peux faire qu'une action. Et si cette action est utile, pourquoi pas? Si cette action n'est pas utile, ça sert à rien. Alors, là, Jawad, on va partir sur le fait que c'est un coursier, un livreur, quelqu'un qui transporte des choses. Donc, je pense qu'il va être bon en conduite en véhicule. Donc, je vais surligner conduite. Également, vu qu'il fraye un petit peu avec le monde illégal, on va lui mettre de l'expérience de la rue. C'est déjà 2 compétences. Hein. Rappelez-vous, avec équilibré, on en a 15. Il faut qu'on surligne 15 mots. C'est un jeune de son temps, je pense qu'il a au moins 1 point en technologie. Vigilance, il est toujours sur ses gardes, donc c'est important. Furtivité aussi, hein, c'est quelqu'un qui va essayer de pas se faire remarquer. Larcin, c'est tout ce qui est plus ou moins illégal, que ça soit être pickpocket, mais aussi
crocheter une porte, faire démarrer une voiture sans la clé, etc. On peut lui mettre subterfuge, qui est la compétence qui sert surtout pour mentir et tromper des personnes. Là, vous voyez, on est déjà à 6-7 compétences. On va prendre arme à feu. Peut-être qu'il est au moins 1 point. On va lui prendre athlétisme. Pas forcément beaucoup, mais au moins un petit peu. Ça peut permettre, par exemple, de sauter haut, escalader des barrières, des choses comme ça. Ça va être un gangrel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je pense qu'on peut lui mettre au moins quelques points en animaux. Parce que ça va être une compétence qui va être très utilisée par ces disciplines. Pareillement, je pense que lui mettre des points en mêlée, ça pourrait être intéressant du fait que les gangrels développent souvent des griffes, des armes bestiales, qui sont des armes de mêlée du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il nous reste 4 compétences à monter. On va lui mettre peut-être de l'empathie. L'empathie, c'est pas mal parce que notamment ça permet de savoir quand quelqu'un nous ment ou des choses comme ça. Et on va lui mettre de la survie. On va lui mettre de l'investigation. Et je crois qu'il nous reste plus qu'un. Et je pense qu'on va faire de la persuasion. Je vois pas Jawad être quelqu'un qui intimide les gens, etc. Donc on va dire plutôt persuasion. Je vérifie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. On a nos 15 compétences. Les autres, bagarre, ça pourrait être intéressant. On va voir si finalement on n'en enlève pas une pour prendre bagarre. Mais comme on a déjà mêlée et arme à feu, c'est pas forcément intéressant. Animaux, empathie, expérience de rue, persuasion, subterfuge, investigation, technologie, vigilance, ça me semble pas mal du tout. Parce que là, science, politique, occultisme, médecine, finance et érudition, aucun intérêt pour notre personnage. Ça représente pas du tout les choses qu'il est censé faire dans la vraie vie. Là, faut essayer de raisonner par rapport à qu'est-ce que mon personnage pourrait faire selon sa manière de vivre, selon les métiers qu'il fait, selon le parcours de vie qu'il a eu, selon ses hobbies. Hein, on pourrait très bien avoir un personnage de jolie femme BCBG, chef d'entreprise avec beaucoup en finance, etc. Mais qui a aussi beaucoup en armes à feu parce qu'en fait, elle est passionnée d'armes. Peut-être elle a sa carte au Parti républicain et elle fait du stand de tir tous les week-ends, quoi. C'est plus bagarre pour les griffes. Alors, normalement, non. On peut vérifier si tu veux. Mais normalement, c'est précisé que c'est une arme de mêlée. Donc, protéisme. Protéisme, arme bestiale. Donc, ah oui, tiens, effectivement, ouais. Il me semblait que c'était en mêlée. Je sais plus pourquoi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui enlever mêlée et on va lui mettre bagarre. T'as raison, Julien. Après, je crois qu'il y a peut-être eu un errata dedans, je sais plus. La différence entre mêlée et bagarre, c'est quoi? Alors du coup, bagarre, c'est vraiment juste te battre à main nue. Et mêlée, c'est dès que tu utilises une arme de combat. Donc, si t'es avec un bâton, un couteau, une épée, une batte de baseball, c'est de la mêlée. Si t'es à main nue, ou du coup si tu as tes armes bestiales, ça va être de la bagarre. Alors, donc on a choisi nos 15 compétences, maintenant on va dépenser des points dedans. En tant que personnage équilibré, on a déjà 3 compétences à 3. Ça va être vraiment les choses dans lesquelles on est très fort. Je pense que ça va être expérience de la rue. Je pense que ça va être furtivité.
Faut bien que ça soit un personnage très agile, très furtif. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Larcin, ça pourrait être pas mal. Bagarre, ça pourrait être pas... Ça le rendrait très fort, mais c'est pas forcément ce qu'on veut. C'est pas forcément ce que je recherche. En général, les gangrels ont tendance à être des personnages très bourrins. C'est pas vraiment ce que je recherche avec ce personnage-là. Donc, conduite, ça pourrait être bien, mais comme c'est une compétence qui entrera pas forcément en ligne de compte trop souvent, je pense que c'est pas une compétence qui mérite d'avoir 3 points à la création. Larcin, ça me semble pas mal. Ensuite, on va avoir 5 compétences à 2. 5 compétences à 2. Donc déjà, là, on va mettre vraiment tout ce qui est important pour notre personnage pour faire ce qu'il a à faire. Subterfuge. Vigilance. Ça pourrait être également athlétisme. Ça nous fait déjà 3. Ça pourrait être conduite. Et bagarre. Ça me semble pas mal. Ensuite, il nous reste les 7 dernières qui vont être à 1. Donc arme à feu à 1. Survie à 1. Animaux à 1. Empathie à 1. Persuasion à 1. Investigation à 1. Et technologie à 1. Investigation à 1, c'est pas trop mal, hein, parce que l'investigation, c'est quand même une compétence qui entre souvent en ligne de compte. Et du coup, le fait d'avoir 1, c'est qu'on va pouvoir au moins faire du travail d'équipe avec le reste des personnages du groupe. Pareil pour technologie. Très bien, donc là, on a posé nos compétences. Maintenant, on a les spécialités. Normalement, il y a certaines spécialités, il y a certaines compétences qui offrent des spécialités. Artisanat, érudition, représentation et sciences. Mais on n'en a pris aucune de celles-ci. Donc pas de spécialité sur ces compétences-là. Par contre, on a une spécialité gratuite qu'on va pouvoir mettre à peu près où on veut. Donc, moi j'hésite à faire vraiment que notre personnage soit vraiment très furtif. Ça pourrait être intéressant. On pourrait booster encore plus le fait qu'il sait crocheter des portes ou des choses comme ça, qu'il sait gérer les systèmes de sécurité. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être expérience de la rue. On pourrait lui mettre une compétence en marché noir, par exemple, et donc tout ce qu'il a à faire avec marché noir, ce serait avec un dé supplémentaire. Ou on pourrait mettre crime organisé, parce il travaille régulièrement avec le crime organisé, et donc du coup, il a des liens, il connaît les gens, il a plus de facilité. Ça pourrait être pas mal. Je pense que on va partir plutôt sur du larcin. Et on va mettre système de sécurité. Hop, je vais baisser la police. Ça me semble pas mal. Du coup, la spécialité, c'est quelque chose qui va permettre, quand notre personnage fait un jet qui a un lien avec la compétence et du coup ce domaine de spécialité, au lieu d'avoir 3 dés, on en aura 4. Ça peut changer vraiment la donne et permettre de réussir des actions beaucoup plus difficiles. Donc on a fini cette partie-là, et notre personnage, en vérité, il est déjà presque terminé. Hein. C'est plus beaucoup plus long. Depuis combien de temps as-tu été étreint? Donc l'étreinte, c'est quand est-ce que le personnage a été transformé en vampire. Ici, dans ce one-shot qu'on va jouer, ce sera des personnages plutôt jeunes. Ça va être un enfant. Donc, il va être de 12e ou 13e génération. Ça change pas grand-chose, ça va pas être important. Et il aura une puissance de sang de 1. Donc, on va noter ça. On va lui mettre génération 13e. Et ensuite, pour la puissance de sang, c'est là. Puissance de sang, il va avoir 1. La puissance de sang, c'est quelque chose de très important. En fait, dans Vampire V5, ils ont découplé un petit peu l'effet de la génération.
Avant, tout était basé sur la génération. Plus ton vampire était lié à un vampire plus ancien, plus il était puissant. Plus il avait un potentiel de puissance important. C'est cette idée de génération, le premier vampire, première génération, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc plus c'est haut, plus on est loin, et moins on est fort en quelque sorte. Et les 14e, 15e générations, c'est ce qu'on appelle des sangs clairs, donc des personnages qui sont des vampires, mais dont le sang vampirique est tellement dilué que ses pouvoirs sont limités, mais aussi sa malédiction. Donc c'est intéressant aussi sur d'autres aspects. C'est une des propositions de jeu qu'il y a dans Vampire V5, c'est jouer des sangs clairs. C'était un peu plus à la marge dans Vampire V20 et Vampire des éditions, et Vampire édition 1 ou 2. Donc là, on part sur 13e génération, puissance de 101. Je disais que donc la génération avant, ça gérait à la fois la puissance de notre personnage et son lien avec un vampire plus ancien. Ici, la puissance de 100, en fait, elle va grandir avec le temps. Si notre personnage vieillit et passe 100 ans, sa puissance de 100 augmente d'un. Elle peut augmenter pendant d'autres actions. Par exemple, si on tue de manière assez atroce un autre vampire en dévorant son âme, c'est ce qu'on appelle la diablerie. Là, on peut potentiellement, s'il a une puissance de sang plus haute que la nôtre, on peut potentiellement augmenter la nôtre. Et donc la puissance de sang, elle donne plein de bonus sur les pouvoirs vampiriques, mais plus on a en puissance de sang, plus on a de malus aussi. C'est-à-dire qu'un vampire qui a 5 en puissance de sang, il va avoir beaucoup de mal à se nourrir. Il pourra plus se nourrir sur des animaux, et les humains lui rapporteront très peu de nourriture. Alors que un vampire à 1, il peut se nourrir d'animaux, d'humains, de poches de sang, il n'y a pas de problème en général, et ça lui facilite un peu la vie. Donc il y a une échelle de puissance qui va avec des contraintes supplémentaires et qui explique aussi pourquoi les très vieux vampires s'entretuent en quelque sorte. Parce qu'au bout d'un moment, ce qui peut nourrir un vieux vampire, c'est seulement d'autres vampires. Donc on est 13e génération, puissance de 101. Ça va pas faire grand chose, là il n'y a pas de bonus particulier, ça va juste faire que quand j'utilise un coup de sang, j'ajoute plus de dés. Quand je régénère des dégâts, pour chaque jet de sang, jet de soif que je fais, je régénère 1 point. J'ai pas de bonus au pouvoir, j'ai pas de relance au test d'exaltation, j'ai pas de pénalité pour me nourrir, et mon score de fléau, du coup, il va être de 1, il me semble. C'est-à-dire que chaque clan a un malus. Ici, par exemple, pour les gangrels, c'est lié au fait qu'ils sont très liés à leur bête intérieure, et ça fait que quand ils font des échecs critiques, ils vont très régulièrement développer des caractéristiques animalières. Par exemple, ils vont ne plus être capables de s'exprimer de manière normale. Ils vont développer une pilosité importante. Ils vont avoir leurs mains qui vont se changer en pattes. Des choses comme ça, en fait. Et c'est temporaire. Mais plus le score de fléau est haut, plus ça peut être compliqué. Donc, on a fait la puissance de 100. Si on regarde sur la liste, ensuite, on passe au style de prédation. Ça, c'est une nouveauté de Vampire V5 et c'est une nouveauté qui est très intéressante. C'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui n'était pas adressé du tout dans les précédentes éditions et qui manquait. Vraiment, ça manquait. On nous propose des bonus particuliers qui vont dépendre de la manière dont notre personnage se nourrit. Plus on va choisir un moyen différent et ce moyen va nous donner des bonus, nous donner des malus, et ça nous donne un peu des informations sur qui est notre personnage. C'est pas du tout pareil quelqu'un qui va tendre des embuscades la nuit pour se nourrir, et quelqu'un qui va se nourrir seulement avec consentement. Ça va pas demander les mêmes jets, ça va pas demander la même ambiance, ça va pas demander le même caractère de personnage. Donc c'est quelque chose qui est vraiment constitutif
de notre personnage de vampire, ça nous dit comment il vit sa vie de vampire, en fait. Et ça n'existait pas avant. Donc, très bon ajout de cette édition. Donc, on a 4 propositions qui sont faites dans cette fiche de Hotstar. On a se nourrir de manière brutale, sans pitié, avec des moyens sociaux, en toute discrétion et en évitant les mortels. Alors, nous, notre personnage, c'est pas trop une brute. Il est fort en social, mais c'est pas non plus son point le plus saillant. Ce qui pourrait être intéressant, c'est soit en toute discrétion, soit en évitant les mortels. Moi, je vois 2 choses qui pourraient être intéressantes. Soit marchand de sable, c'est-à-dire qu'il se nourrit sur les dormeurs. Par exemple, il s'introduit chez les gens pour se nourrir sur eux, ou alors il utilise des anesthésiants pour les endormir et se nourrir sur eux. Ce serait plutôt l'entrée par effraction qui serait valable ici. Soit, je dirais, biberonneur. Ça pourrait être aussi fermier, c'est-à-dire qu'il se nourrit que sur des animaux. En fait, là, il y a 3 choses. J'hésite entre 3. Soit marchand de sable, il s'infiltre chez les gens pour se nourrir sur eux, et il serait plutôt fort pour ça. Soit biberonneur, donc il se nourrit sur des poches de sang. Parce que, par exemple, il a pas réussi à passer cette barrière mentale du fait de se nourrir sur des gens, quoi. Donc si on prend ça, c'est soit il s'infiltre dans des hôpitaux pour voler des poches, qui serait faisable, soit il se sert sur le marché noir, ce qui sera assez raccord avec notre personnage aussi, soit on le fait en fermier, et du coup, en fermier, il va se nourrir sur les animaux. Soit en les élevant, potentiellement, ou en les amadouant, soit en les chassant. Ça pourrait être pas mal, mais notre personnage, il est pas trop tourné autour de ça, et je le vois pas chasseur. Je le vois pas chasseur déjà, parce que c'est quelqu'un qui a vécu dans la ville. C'est pas un redneck qui va le week-end avec ses copains tirer sur des cerfs. Donc je le vois pas chasseur déjà. Ensuite, est-ce que je le vois vraiment à fond sur les animaux? Peut-être pas. Peut-être plutôt focalisé sur biberonneur, en se disant que marché noir, en plus, c'est assez raccord avec ce qu'il fait déjà notre personnage. Il obtient des objets pour des gens, il les transporte, etc. Donc on va partir sur biberonneur. Donc on note, style de prédation, biberonneur. Et on va appliquer tous les bonus qui sont liés. Déjà, on gagne une spécialité. Soit larcin crochetage, soit expérience de la rue, marché noir. On va prendre marché noir. Alors, on va baisser ça. Ah, je peux pas faire plus petit que ça. Alors, comment je déplace ça? J'ai plus l'habitude d'utiliser Miro, moi. Ah, voilà. Je peux faire ça comme ça. Donc, je prends marché noir. Donc, ça m'aidera à la fois pour me nourrir, c'est-à-dire que j'obtiens du sang par des moyens illégaux, mais aussi ça pourra servir si je veux obtenir des objets un peu illicites ou obtenir des informations ou des choses comme ça qui sont sur le marché noir. Ensuite, j'ai un bonus de discipline. C'est un bonus de discipline. Les disciplines, c'est les pouvoirs vampiriques. Ici, on nous dit soit occultation, soit néant, soit sorcellerie du sang. Sorcellerie du sang, c'est pas possible pour nous, parce qu'on n'est ni un Banu Hakim, ni un Tréméré. Néant, c'est pas précisé, mais je pense que c'est un oubli. Je pense pas qu'un personnage qui ne soit ni la Sombra, ni Ekata puisse prendre néant à la création. Ce serait un peu bizarre, parce que c'est une discipline qui est très particulière. Du coup, on va prendre occultation.
Première discipline. On a occultation. Niveau 1. Et là, on a 2 choix. On a occultation niveau 1. Les disciplines, elles sont là. C'est une autre spécificité de la V5, c'est qu'au lieu d'avoir 10 niveaux de discipline et la majorité de ces niveaux sont accessibles seulement aux personnages les plus anciens, c'est-à-dire les PNJ, soit... donc ce qui n'était pas terrible. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que la plupart des niveaux de discipline, en tout cas niveau 1, niveau 3, 4 et 5, il y a plusieurs pouvoirs. On choisit entre plusieurs pouvoirs. Par exemple, occultation, ici, j'ai le choix entre manteau d'ombre et silence de la mort. Manteau d'ombre, ça permet de se rendre invisible quand on ne bouge pas. C'est plutôt intéressant. C'est notamment le pouvoir qui fait que les Nosferatu espionnent, se postent à un endroit, ne bougent plus, observent, écoutent, etc. Donc manteau d'ombre, c'est plutôt pas mal. Silence de la mort, c'est pas mal non plus. Ça annule les sons produits par l'utilisateur. Par exemple, si on entre par effraction quelque part, le bruit de la fenêtre cassée ne s'entendra pas, parce que c'est dans l'environnement immédiat de la personne qui fait le bruit. Pareil, les pas de la personne ne feront plus de bruit. C'est plutôt pas mal non plus. Les deux sont plutôt thématiques pour notre personnage, et on pourrait les prendre de manière égale en fait. Les deux sont aussi bien en vérité. Moi je pense que je vais préférer peut-être pas silence de la mort. Je vais pas prendre silence de la mort. Pourquoi ? Parce que notre personnage il est déjà très fort en furtivité. Ça serait intéressant, ça serait un peu thématique, mais en fait il est déjà fort dans ça. Il a pas besoin d'être beaucoup plus fort. Alors que Manteau de l'Ombre, ça lui offre vraiment une opportunité en plus. Ça lui offre quelque chose qu'il serait pas capable de faire, même avec un bon jet. Donc on va noter ça. Première discipline, on a Manteau d'Ombre. Voilà. On a fini la prédation. Là, on réfléchit aux détails fondamentaux. Donc, je lui ai déjà donné un nom, je l'ai appelé Jawad. Pour le cire, moi, je partais dans l'idée que le cire était plus ou moins inconnu. Parce que chez les gangrels, il y a beaucoup cette tradition, entre guillemets, d'étreindre un enfant et de le surveiller quelque temps en voyant s'il arrive à se débrouiller, s'il arrive à survivre. Et auquel cas, après, on le prend sous notre aile et on lui apprend les ficelles du métier, en quelque sorte. Donc, pourquoi pas inconnu ? Sinon, je pense que ce sera un anarque. J'entre pas trop dans le détail parce que du coup, ça va dépendre aussi des préparations de mon scénario. Un anarque du domaine. Donc l'un ou l'autre, ça pourrait être bien. Voilà. Donc, le cire. Pensez à l'ambition à long terme de ton personnage et à quelque chose qu'il désire à court terme. Donc l'ambition, c'est assez important. Pareil pour le désir, c'est quelque chose qui va permettre de récupérer des points de volonté quand on est dans des situations un peu compliquées. Donc c'est potentiellement intéressant d'un point de vue mécanique, mais ça va être aussi intéressant d'un point de vue roleplay, parce qu'en fait, l'ambition de notre personnage, ça en dit quand même beaucoup sur qui il est et qu'est-ce qu'il va chercher à faire. Moi, je pense que Jawad, il en a un petit peu marre d'être le larbin et que il aimerait bien monter en grade. Hein. Son ambition, ce serait peut-être se faire une place au sommet. Il aimerait bien être dans ceux qui décident, dans ceux qui peuvent donner les ordres. Là, pour l'instant, il joue un peu au larbin, mais il aimerait bien se faire une place au sommet.
Par contre, ça, c'est une ambition à long terme. Il va lui falloir du temps pour arriver à cet objectif. C'est l'objectif d'une campagne, presque. Donc, il va nous falloir aussi un désir. Un désir, c'est quelque chose qu'il peut obtenir rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer comme désir à Jawad? Un désir, ça pourrait être... mettre sa famille financièrement... Non, c'est un peu... Mettre sa famille financièrement à l'abri, ça serait plutôt une ambition, parce que là, c'est plutôt à long terme. Là, il faut un truc qui est plus immédiat. Le désir, faut essayer de faire quelque chose que, au cours de la partie, ça peut peut-être même se réaliser, ou au bout de quelques parties seulement. Donc, se faire de nouveaux contacts. Ça peut être pas mal. Il faut qu'il rencontre d'autres vampires et qu'il soit en lien avec eux après. Très bien. Donc, on a l'ambition, on a le désir. La seconde page de ta fiche de personnage a de la place pour entrer plus dans les détails, par exemple pour décrire son apparence ou développer son histoire. Donc ça, par exemple, on peut noter ça là. Je pense que Jawad va être assez jeune. Âge véritable, il a peut-être... il a peut-être 22 ans, mais en vrai, son âge apparent, ça va être moins. Il a tout juste 18. Parce qu'en fait, ça fait 3 ans qu'il est vampire, mais il était jeune à la base. Donc comme on va jouer en 2022, il est né en 2000. Ça fait un peu bizarre d'avoir des personnages qui sont nés en 2000, mais on vieillit. Date de décès, on va mettre du coup 2019. Pour l'apparence, moi j'ai pris cet avatar qui me semble pas mal du tout. Quelqu'un qui donne une vibe un peu sympathique, mais en même temps on sent que c'est un peu un filou et je le trouve pas mal du tout. On pourrait rentrer plus dans le détail, c'est pas le moment, ça je le ferai quand je finaliserai la fiche, parce que je vais essayer de faire des liens aussi avec les autres personnages. Donc on a fini cette partie-là, on passe à la page 3. La page 3, c'est les disciplines à nouveau. Cette fois, on va prendre les disciplines du clan. Notre personnage, il a 2 disciplines de son clan sur les 3. Comme c'est un gangrel, il a accès à animalisme, à force d'âme et à protéisme. Animalisme, c'est quelque chose qui permet à la fois de contrôler les animaux et sa propre bête intérieure de vampire, ou la bête des autres vampires. Force d'âme, ça va être une capacité plutôt de résistance. Le but, c'est de résister physiquement ou mentalement à des effets, à des attaques, à des tentatives de nous manipuler, etc. Donc force d'âme, c'est vraiment la discipline de résistance. Et protéisme, comme le nom l'indique, c'est la discipline du changement de forme. On transforme des parties de soi pour accomplir des objectifs. On transforme ses yeux en yeux de bête pour pouvoir voir dans la nuit. On fait disparaître la pesanteur de notre corps. On allonge ses ongles pour faire des griffes. On se transforme en nuage de vapeur. Donc tout ça, c'est protéisme, c'est le changement de forme. Alors, je pense que Jawad, on va lui mettre protéisme à 2, avec yeux de la bête pour voir dans le noir, ça me paraît pas mal du tout pour lui, et arme bestiale. Comme ça, notre personnage aura quand même un moyen de défense assez efficace. Arme bestiale, ça marche plutôt pas mal. Donc on va lui mettre protéisme à 2, avec yeux de la bête, et arme bestiale. Ça nous fait 2 points. Il
Il nous reste une discipline à choisir et on a le choix soit animalisme, soit force d'âme. Force d'âme, niveau 1, ça augmente seulement le niveau de santé ou ça donne un dé pour résister à des attaques mentales. C'est pas mal, mais c'est surtout bien quand on a un plus haut niveau. Ici, l'effet sera un peu mitigé, ce sera pas très intéressant pour un one-shot. C'est une discipline qui est vraiment très très forte et que je conseille vivement, mais pour un personnage comme ça, débutant, qui n'évoluera pas, vu que la partie sera courte, vu que c'est un one-shot, pas forcément très intéressant de prendre juste un point. Animalisme, par contre, on a sentir la bête. Sentir la bête, ça permet à la fois de sentir l'hostilité des gens, mais ça permet aussi de sentir les traits surnaturels. Est-ce que la personne en face de moi est un vampire ou un loup-garou? Ça peut être très fort, ça. Mais sentir l'hostilité, c'est pas mal aussi. Ça permet de sentir si quelqu'un veut s'en prendre à nous dans notre environnement immédiat. Donc on va prendre ça, on va prendre animalisme avec sentir la bête. Donc, animalisme. Et niveau 1, sentir la bête. Là, on a un personnage qui est plutôt versatile. En plus, sentir la bête, si je ne me trompe pas, ça fonctionne sur l'astuce. Donc, il sera même peut-être très fort pour ça. Donc, c'est pas mal du tout. En arme bestiale, on lui a mis 3 en dextérité. C'est pas forcément très efficace. C'est la force qui va être utilisée. Donc, force plus bagarre, il a 4 dés. C'est pas trop mal encore. Il saura se défendre. Mais ce sera pas non plus un foudre de guerre. Et le fait qu'il ait les yeux de la bête, ça lui donne un avantage aussi dans tout ce qui va être action dans le noir. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'il paraît que les vampires vivent la nuit. Très bien, donc on a fini la partie discipline. Il nous reste 2 choses importantes au niveau roleplay et au niveau mécanique, les avantages et les handicaps. Pour les attaches, on va donner une seule attache à Jawad. On choisit 1 à 3 attaches. C'est des mortels en vie qui ont une importance personnelle pour le vampire. C'est quelqu'un à qui il tient tellement, ou qui est tellement important dans sa vision de ce que c'est un être humain, que ça lui permet de garder un lien avec son humanité. Donc c'est pas quelque chose d'anodin. Ça peut être un conjoint, un membre de la famille, un humain qui ressemble à quelqu'un que vous connaissez, un humain apparenté à une de vos victimes, votre ami ou ennemi d'une vie intérieure, etc. Ça peut être pas mal de choses. Je pense que ça peut être pour Jawad. Ce que je propose, c'est que son attache, ça soit son copain, sa copine. Je laisserai le joueur ou la joueuse déterminer. C'est pas très important quelle est l'orientation sexuelle du personnage. Donc ce sera son copain, sa copine. Et du coup, on a autant de convictions qu'on a d'attaches. Par exemple, si j'avais décidé d'avoir 2 attaches, j'aurais 2 convictions. Là, j'ai qu'une attache, donc je prends une conviction. On peut prendre jusqu'à 3 attaches. 3 attaches, c'est problématique, ça peut être très difficile à jouer. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que notre personnage, il a 3 points faibles, en quelque sorte. 3 personnes qui, si il leur arrive du mal, il va se sentir pas très bien et il va perdre de l'humanité. Parce que s'il arrive des mauvaises choses à nos attaches, en fait, on fait des jets pour voir si notre humanité descend. Et en plus, quand on a 3 convictions, ça fait beaucoup plus de règles à respecter dans notre manière de jouer notre personnage. Par exemple, tuer est acceptable en combat équitable, c'est-à-dire que si je suis en combat équitable, tuer quelqu'un, c'est pas un problème. Ça va empêcher que je perde de l'humanité en tuant quelqu'un. Par contre, si je tue quelqu'un dans un combat qui n'est pas équitable, mais c'est pas bien. Du coup, je vais prendre des points de flétrissure qui risquent de me faire perdre de l'humanité, parce que je ne respecte pas mon code personnel. La conviction, c'est ça, c'est le code personnel du personnage, et s'il ne respecte pas ce code, il perd de l'humanité potentiellement. Là, vous voyez, ça peut être tuer est acceptable en combat équitable,
Tuer est acceptable en cas de légitime défense. Protéger les innocents du mal par tous les moyens. Les menteurs méritent d'être punis. Personne ne peut me contrôler. La recherche du pouvoir justifie tout. Œil pour œil. La quête de la connaissance justifie tous les moyens. Ne jamais refuser un nouveau frisson. Personne n'aime les balances. Toujours tenir ses promesses. Toujours obéir à l'autorité. Rien ne doit se mettre en travers du véritable amour. Je pense que Jawad, il est un peu opportuniste, et comme il a envie de pouvoir grimper les échelons, ce qui l'intéresse, c'est potentiellement de pas louper des occasions. Une occasion de se mettre bien, il voudra pas la lâcher, notamment parce que son copain, sa copine, il a envie de pouvoir vivre avec de manière plutôt positive, dans des bonnes conditions. Et pour ça, il a besoin d'argent, il a besoin d'une bonne situation. Mieux il est situé dans l'échelle sociale, moins il y aura de risques pour ses proches, peut-être. En tout cas, c'est peut-être le raisonnement qui se fait. Donc, pour lui, ça va être ne pas refuser un moyen de s'élever. Ce qui va faire que Jawad, sa morale, elle va être un peu particulière. C'est-à-dire que si on lui offre une opportunité de pouvoir grimper l'échelle sociale, d'obtenir un avantage, etc., le refuser, pour lui, ça sera potentiellement une baisse d'humanité. Parce que il va être passé à côté d'une occasion. Et ça peut potentiellement créer des conflits moraux. Et c'est intéressant, c'est ça aussi qui est intéressant avec Vampire, c'est que les personnages commencent souvent avec un conflit moral. Ça commence déjà avec la manière dont il se nourrit. Un personnage qui boit des poches de sang et un personnage qui tue des gens, c'est pas la même chose. C'est pas la même morale déjà de notre personnage. Il y a un dilemme. Donc ça va être ça. Il veut s'élever pour pouvoir être en bonne position et pouvoir soutenir son copain, sa copine. Peut-être que je développerai ça, mais peut-être que son copain, sa copine fait des études, il ou elle, et que c'est Jawad, avec ses petits boulots, ses arnaques et ses trucs comme ça, qui lui permet de payer ses études. Sinon, il ou elle pourrait pas. Ça peut être une bonne chose, ça. Je vais me le noter, parce que je pense que c'est une bonne idée. Je vais me le noter, hop. Jawad l'aide à payer ses études. C'est important pour lui d'avoir les moyens de soutenir ses proches. Et donc, pour lui, s'élever, c'est avoir les moyens de soutenir ses proches, en fait. C'est pour ça qu'il aura un conflit moral si on lui propose quelque chose qui pourrait avoir des conséquences. Si ça lui permet de s'élever, il hésitera. Donc là, on a fini la 3e page avec les attaches et les convictions. Il nous reste plus qu'une étape, on a déjà presque terminé notre personnage, il est presque fini. Il nous reste les avantages et les handicaps. Je me rappelle qu'on avait oublié de mettre cela. C'est-à-dire que quand on prend notre style de prédation, on gagne des avantages ou des désavantages. Ça peut être différentes choses. En tout cas, nous, en tant que biberonner, on a gagné estomac de fer, qui nous permet de boire du sang en poche, justement. Et handicap ennemi, peut-être que sur le marché noir, on s'est fait un ennemi pas très sympa. Donc, on va déjà noter ces deux-là. Moi, ce que j'aime faire, c'est mettre les avantages en haut et les handicaps en partant vers le bas. Bon, ça finit par se recouper, par se rattacher au bout d'un moment, mais ça permet de bien différencier visuellement. Donc, estomac de fer, c'est ce qui me permet de me nourrir. Ensuite, j'ai ennemi. Ennemi, je vais mettre un gang avec qui il a eu des problèmes. Donc ça, pareil, c'est un truc que je définirais dans son background, mais ça va être des gens qui potentiellement lui veulent du mal et qui pourra croiser au cours d'histoire ou pas. En tout cas, ça peut restreindre ses actions. Peut-être qu'un certain quartier, il évite d'y aller parce qu'il sait que c'est le territoire de ce gang-là et qu'il faut qu'il fasse attention parce qu'ils ont mis sa tête à prix ou
ils ont décidé que s'il passait, il lui casserait la gueule. Donc estomac de fer, c'est un avantage à 3 points. Et ennemi, c'est un désavantage à 2 points. Ensuite, on a 7 points d'avantage à prendre et 2 points d'handicap. Les avantages et handicaps sont, sont classés en plusieurs catégories. Par exemple, apparence, beau, splendide, laid, repoussant. Refuge, ça va être tout ce qui est lié à la planque du personnage. Ressources, c'est lié à son argent. Se nourrir, à la manière dont il se nourrit. Descendance, ça va être ses liens avec la société vampirique. Vivre avec son temps, c'est un truc qui est plus pour des personnages anciens, parce que ils ont tellement perdu le lien avec la société que y a des choses qu'ils ne savent plus trop faire ou qu'ils font mal, comme par exemple ils ont des opinions qui sont totalement dépassées. Mythique, ça va être des trucs liés au mythe du vampire, des limitations du personnage liées au mythe du vampire. Masque, c'est tout ce qui est fausse identité et identité tout court. Linguistique, c'est le fait de parler plusieurs langues. Et mortel, c'est les liens du coup avec la société mortelle. Déjà, je vais mettre un point en linguistique à Jawad, parce que je veux qu'il soit arrivé aux États-Unis quand il était très jeune, mais que sa langue maternelle, du coup, ça soit potentiellement une autre langue. Donc linguistique 1. Donc ça veut dire qu'il parle anglais, forcément, parce que c'est la langue de la campagne, mais il parle aussi une autre langue. Donc ici, on va mettre... je pense que on peut partir du principe que il était afghan. Et il est arrivé avec tout ce qui s'est passé en Afghanistan avec les forces armées américaines, etc. Peut-être que ses parents étaient des personnes qui ont collaboré et qui ont aidé les forces américaines contre les talibans, et donc du coup ils ont pu partir aux États-Unis pour se protéger et pour offrir à leur famille. Gaffe, c'est pas la bonne fiche. Tu parles de quelle fiche? Ah oui, c'est pas la bonne fiche, t'as raison. C'est pas grave. On va remonter là. Hop. Et donc, ça fait qu'il parle une langue en plus. Il nous reste 6 points. Je pense qu'on va lui mettre peut-être des alliés, des contacts, parce que il a probablement des copains dans le milieu qui peuvent peut-être le défendre. Là, on peut faire... ce que j'aime bien faire aussi, c'est faire une sorte de checklist. Je vois ce que mon personnage pourrait prendre, et après, je me décide. Apparence, j'ai pas vraiment envie que ça soit un facteur, donc je pense que je prendrai rien. Un refuge, pourquoi pas? Refuge, pourquoi pas? Avec armurerie dissimulée, pourquoi pas? Le reste, pas forcément intéressant. Ressources, peut-être au moins 1 point, pour dire qu'il a un peu d'argent de côté. Indigent, non. Il est pas sans le sou complètement. Se nourrir, tracker sanguin, c'est pas forcément intéressant. Estomac de fer, il a déjà. Proie tabou, c'est pas forcément logique vu qu'il se nourrit déjà que de poche de sang. Donc même le reste, soif de Mathusalem, fermier, organophage, c'est pas très intéressant. Ses liens avec les descendants. Alors, Mola, c'est un mentor. Statut, c'est une réputation dans une faction. Le mentor, pourquoi pas? On va voir. Statut, pourquoi pas? Il a peut-être déjà commencé à prendre ses marques parmi les anarques. Adversaire, ça veut dire qu'un autre vampire l'a pris en grippe et lui veut du mal. Pourquoi pas? Ça peut être une bonne chose. Peut-être quelqu'un de la Camarilla, justement. Suspect, mauvaise réputation dans une faction, moins 2 dés aux tests sociaux avec la faction offensée. Peut-être, justement, ça peut être lié avec le fait qu'il est pas bien avec la Camarilla. AI, on va peut-être pas aller jusque-là avec la Camarilla qu'il déteste, parce que ce serait un peu problématique. Vivre avec son temps, pas trop d'intérêt. Mythique, c'est des avantages et des inconvénients que j'aime pas trop, parce que, par exemple, le fait que le vampire, il ait peur de
de l'ail ou de la croix, c'est pas forcément très intéressant à mes yeux. Justement, ce que j'aime bien dans Vampire, c'est avoir des personnages qui sortent un peu des stéréotypes du vampire Dracula. Ça m'intéresse pas trop. Masque, ça peut être intéressant. Peut-être qu'il a des faux papiers, notre cher Jawad. Il a peut-être une fausse identité qu'il a à côté et qui lui permet un peu d'esquiver la police. Parmi les mortels, un servant, je pense pas. Par contre, potentiellement des alliés. Mais attention, alliés, c'est un avantage qui coûte très cher. C'est l'avantage qui coûte le plus cher et c'est un petit peu un des problèmes du jeu, je trouve. Parce que pour alliés, ça monte jusqu'à 6, au lieu que le reste monte juste à 5, parce qu'on partage ses points entre deux choses, efficacité et fiabilité. Efficacité, c'est à quel point c'est fort. Et fiabilité, c'est à quel point il y a des chances qui se pointent si on les appelle. Par exemple, 3, ce serait pour un petit gang, et avec une fiabilité de 2, il viendrait une fois sur 2. C'est pas terrible hein, pour 5 points. Pour 5 points, je peux être milliardaire. Je peux avoir ressources 5 et être très très riche. Et dans ce cas, avoir un service de sécurité, etc. Cet avantage, moi, OMJ qui me regarde, je vous conseillerais de le limiter à 5 déjà, et d'oublier la fiabilité. On part du principe que si un personnage a des points dans un allié, cet allié peut venir l'aider, et ça va être juste le contexte qui va justifier si est-ce que cet allié vient ou pas. Je trouve que c'est plus équitable, et ça permet de rendre le personnage plus performant, parce que dépenser 5 points pour au final que l'allié ne vienne quasiment jamais, c'est pas intéressant. Contact, ça peut être intéressant, ça permet d'obtenir des objets, des choses comme ça, mais après tout, notre personnage est déjà très fort pour faire ça, donc c'est pas forcément intéressant. Troupeau, je pense pas, hein, vu qu'il se nourrit sur des poches de sang, il a pas besoin de ça. Donc on va lui mettre déjà 1 point ou 2 en ressources. Donc là, je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais noter tous les avantages qui m'intéressent, que je vais garder, et après je vais répartir les points qui me restent pour voir. Donc je vais lui mettre des points en ressources. Je vais lui mettre un mentor. Et là, ce sera un personnage à définir. Je verrai par rapport au background. Ma partie se passera à Chicago, donc ce sera forcément un personnage du background de Chicago. Je verrai lequel je lui mets. Ça va dépendre du nombre de points aussi que je lui mets là. Et je vais lui mettre... peut-être statut à 1. Il a su se faire bien voir. Donc du coup, on va dire 1 point en ressources déjà, 1 point en mentor, 1 point en statut. Statut, on n'ira pas plus loin. Le but, c'est pas d'avoir un personnage qui a beaucoup d'influence dans les anarques. C'est juste qu'il est connu, donc on lui pose pas de problème. Et puis, s'il a besoin d'aide, on l'aide. Mola, avoir le mentor à 1, c'est, je pense, suffisant. Ressources, on peut les passer à 2. 2, c'est classe moyenne. Donc, il a un peu d'argent de côté. C'est probablement de l'argent qu'il a amassé au fur et à mesure de ses contrats. C'est pas un flux... Ressources, ça peut être soit de l'argent de côté, soit une source de revenus. Je pense qu'il n'a pas un vrai métier qui lui permet ça. Peut-être des courses Uber ou des trucs comme ça de temps en temps. Je pense que c'est très irrégulier, ces ressources. Et c'est juste un niveau de vie général. Faut voir ça vraiment comme une indication du niveau de vie du personnage et de qu'est-ce qu'il peut se permettre comme achat sans se mettre en difficulté. Donc là, on a déjà 5 points, il nous en reste 2. Et du coup, je me dis qu'on mettrait peut-être... on mettrait peut-être 1 point en refuge et 1 point en masque du coup. Refuge à 1, ça veut dire qu'il a juste un coin où il sait qu'il peut se cacher le jour sans problème. Et masque à 1, il a une fausse carte d'identité qui lui permet de passer les contrôles de police sans trop de problèmes. Maintenant, en désavantage.
Je pense que notre cher Jawad, il a fini quand même par s'attirer les problèmes de la police. Et il a un ennemi avec un gang avec lequel il y a des problèmes. Mais je pense que Jawad, il a des problèmes peut-être avec la police aussi. À moins qu'on prenne autre chose. Connu des services, c'est un peu hardcore. Ça veut dire que les chasseurs de vampires connaissent notre personnage. C'est un peu difficile pour un début de jeu. Mais vous voyez, moi, c'est un des problèmes que j'ai avec la V5, c'est le manque de désavantages. Là, il y a beaucoup trop de choses qui se recoupent et qui sont pas forcément intéressants. Ça pourrait être adversaire, mais chaque point d'adversaire compte comme 3 points en plus de Mola, je crois. 2 points en plus. Donc un niveau 1, ça compte comme un 3, etc. Donc un adversaire, ne serait-ce qu'à 1, c'est déjà assez fort. À 2, c'est vraiment très très fort. Donc c'est pas forcément facile de faire ça. On va peut-être mettre suspect Camarilla. Il a des problèmes avec la Camarilla. Et on va lui mettre adversaire. Et on va lui mettre un membre de la Camarilla. Ça, pareil, je le définirai plus tard. Ce sera un vampire pas trop vieux qui lui en veut. Et les deux là seront liés, en fait. C'est le fait qu'il ait causé des soucis à ce vampire-là qui fait que à la fois ce vampire-là lui en veut et la Camarilla est pas trop chaude de travailler avec lui. Et ben là, du coup, le personnage est terminé. On a un personnage complet. On a ses caractéristiques, on a ses compétences, ses disciplines, on a quelles sont ses attaches, etc., ses avantages, ses handicaps, sa puissance de sang, etc. Il nous resterait juste à développer un petit peu la fiche autour de son background, autour de son histoire. Moi, ce que j'aime bien faire pour des pré-tirés, c'est donner un background un peu détaillé, des origines du personnage, son étreinte et comment il s'est retrouvé dans le groupe dans lequel il se retrouve au début du jeu. Quelles sont les raisons qui font qu'il est avec cette coterie et ses autres personnages. J'aime bien leur donner des liens directement avec les autres personnes de la coterie, les autres personnes du groupe, comment ils se positionnent par rapport aux autres. Mais ça va dépendre aussi des autres personnages quand je les aurai créés. Et j'aime bien aussi leur donner des objectifs. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Faut voir ça un petit peu comme le système des achievements dans beaucoup de jeux qu'on a en ce moment sur Steam. Tous les jeux ont des achievements maintenant. Dès qu'on fait quelque chose spécifique en jeu, on a un petit pop-up pour dire voilà, t'as réussi ça. Bah, c'est un petit peu l'idée, c'est dire bah voilà, dans la partie, dans ce one-shot qu'on va faire, ce serait bien que ton personnage essaye de faire ça. Pour Jawad, ça pourrait être très bien essayer de faire un deal avec un vampire plus puissant. Ça pourrait être pas mal, ça, parce que ça peut le mettre en porte-à-faux avec ses potes, ou alors ça peut être avec l'aide de ses potes, mais en tout cas, ça correspondrait un petit peu au style de jeu que j'ambitionne pour ce personnage. Quelqu'un de plutôt futé qui essaye de grimper l'échelle sociale. Donc, à voir. Ça, c'est des choses que je vais développer dans les jours qui viennent quand je finirai les autres personnages. Je vois qu'il est déjà tard, donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir, histoire de pas trop tirer. Ça fait déjà une vidéo assez longue pour vous présenter la création, mais vous voyez que une fois qu'on sait le faire, en vérité, cette création de personnage, j'aurais pu la faire, je pense, en 10 minutes. Si je n'expliquais pas tout ce que j'ai expliqué, en 10 minutes, elle a été bouclée. Donc c'est plutôt rapide, et plus on connaît le système de jeu, moins on a besoin de se servir d'aide comme ça. Les disciplines, je les connais, j'ai plus besoin de les réfléchir. J'aurais pu très bien, hop, les mettre directement sans y penser. Donc, c'est une création de personnage qui est plutôt rapide, plutôt efficace. Il y a quelques points négatifs, hein. Comme je l'ai dit, je suis pas trop fan des handicaps qui sont offerts aux personnages, et même les avantages, il en faudrait au moins quelques-uns de plus, je pense. Mais globalement, le système fonctionne pas mal. Sur ce, bah, je vais vous laisser pour cette fois-ci et je vous souhaite à très bientôt pour une
une autre de mes vidéos. Salut!